Dans le débat sur la relance de l'Europe, la tentation aujourd'hui, c'est de dire l'Europe des projets, l'Europe par la preuve. Ça fait 20 ans qu'on ouvre des institutions, depuis 1990, on a enchaîné les traités institutionnels, Maastricht, Amsterdam, Nice, la Convention sur l'avenir de l'Europe et traité constitutionnel, le traité de Lisbonne. On en sort finalement avec un traité, Goskivo, et on se dit, non, ça suffit, plus d'institutions, passons au projet. Alors, c'est soit l'Europe forte, ça va être développer la diplomatie européenne, l'armée européenne, enfin, la projection européenne sur la scène internationale. Ça va être pour d'autres l'Europe solidaire, l'Europe sociale, dirait le PSE, Parti Socialiste Européen, avec un salaire minimum européen, avec une sécurité sociale professionnelle, avec un plan banlieue européen, bref, avec des solutions sociales. Ma thèse, c'est que c'est une grave erreur. Aucun de ces projets ne verra le jour tant que nous n'aurons pas réglé la question institutionnelle, parce que si nous en restons là aujourd'hui au plan institutionnel, toutes ces idées se heurteront à un mur d'impossibilité institutionnelle. Et je voudrais développer cette thèse et vous dire comment en sortir. La question institutionnelle, donc on se la fade depuis 1990 en non-stop. J'ai moi-même participé, je participais à la Convention sur l'avenir de l'Europe. On l'avait lancée quand j'étais à Matignon avec Lionel Jospin. Pourquoi pour une raison simple, c'est que on y a mis un nom, c'est le déficit démocratique. Au fil du temps, on a confié de plus en plus de responsabilités, de compétences, certaines compétences souveraines à la monnaie, à un système institutionnel qui n'est pas démocratique. Le cœur de la machine européenne, c'est la Commission. La Commission, c'est l'exécutif de l'Europe. Et cet exécutif a des responsabilités politiques éminentes, avait sans doute même, mais n'a pas de responsabilité démocratique devant les citoyens européens. Nous n'élisons pas la Commission européenne. Et donc ce grand écart entre des compétences de plus en plus politiques, de plus en plus souveraines, et pas de responsabilité démocratique, c'est ce qui a créé le déficit démocratique qu'on a essayé de résoudre. La grande idée des Européens, c'était l'Europe fédérale. Alors on disait ça dans les années 50, pudiquement on a dit l'Europe politique dans les années 90, mais c'était la même idée. C'était l'idée que l'exécutif de l'Europe devait devenir un gouvernement démocratiquement responsable devant les citoyens. Cette idée, elle a été poussée, d'abord implicitement, puis explicitement. En fait, le premier terme qui a été utilisé pour marquer ça, c'était Delors, avec en 1994 un article dans Le Monde, je crois, assez célèbre sur pour une constitution européenne. On a fini par la négocier à la Convention sur l'avenir de l'Europe, le traité constitutionnel, avec le succès que vous savez. Et en réalité, cette orientation fédérale ou vers une Europe politique a échoué. Elle a échoué et un autre modèle est venu répondre au déficit démocratique. Cet autre modèle, c'est le modèle d'une Europe intergouvernementale où, si on est tout à fait honnête, confédérale. C'est un modèle de type suisse en réalité, le modèle institutionnel. Parce que sur certaines décisions se prennent à la majorité et pas à l'unanimité, donc il y a une perte relative de souveraineté. Mais toujours est-il que l'exécutif de l'Europe, qui était le cœur du problème, les fédéralistes répondaient: l'exécutif de l'Europe, ça doit être la Commission transformée en gouvernement démocratique, responsable devant les citoyens européens. Les intergouvernementaux ont répondu: l'exécutif de l'Europe, ça ne peut pas être la Commission, ce qui doit rester une administration, mais il faut bien répondre au problème. Et pour y répondre, on va mettre un exécutif collégial à la tête de l'Europe qui a une légitimité démocratique. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement. C'est le Conseil européen. Et donc ce qui s'est passé ces 15 dernières années, c'est que progressivement, le vide autour de l'exécutif européen a été comblé par le basculement des chefs d'État et de gouvernement du Conseil européen comme exécutif collégial de l'Europe. La préfiguration de ça, c'est la présidence française de l'Union européenne.
Nicolas Sarkozy, président de l'Europe, prend les décisions et Barroso, président de la Commission européenne, les exécute. On a là Nicolas Sarkozy, président dirigeant le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne, donc dirigeant les chefs d'État, et donnant ses ordres à une commission ravalée au rang d'administration de l'Union. Ce modèle s'est développé sous des tas de formes. Par exemple, dans l'Eurogroupe, ce n'est pas le commissaire européen qui a le pouvoir, c'est le président de l'Eurogroupe. C'est le cas aussi à l'ECOFIN, c'est le cas sur la diplomatie, où Catherine Ashton dépend des chefs d'État et pas de la Commission européenne. Et c'est évidemment la matérialisation de ça, c'est faite à travers Herman Van Rompuy, président de l'Union européenne, et donc responsable directement devant les chefs d'État. Au détriment de la Commission. Ce modèle intergouvernemental, il répond au problème. Il est hautement légitime. Quoi de plus légitime qu'une décision prise par 27 chefs d'État et de gouvernement réunis autour de la table? Donc il répond bien à la question de la légitimité démocratique. Il pose juste un gros problème, c'est un problème d'efficacité institutionnelle. Aujourd'hui, sur tout grand sujet, en droit où en fait il faut l'unanimité des 27 chefs d'État, et donc plus aucune décision importante ne se prendra, plus aucune réforme ou innovation ou projet nouveau ne pourra voir le jour dans l'avenir, parce que vous ne décidez pas à 27. L'Europe sociale, par exemple, c'est le programme de la gauche européenne. Vous n'aurez jamais 27 chefs d'État européens de gauche autour de la table du Conseil européen. Donc mécaniquement, vous avez fermé la porte à toute évolution, à toute relance de l'Europe. On a créé, avec ce système intergouvernemental, on a créé une machine de gestion de l'existant qui gère correctement l'existant, on l'a vu dans les périodes de crise, mais c'est une machine qui s'arrête. C'est-à-dire que la construction européenne, alors on sait qu'elle n'est pas éternelle, à un moment donné il faut s'arrêter, et bien avec ce modèle institutionnel intergouvernemental, la construction européenne s'arrête là. Nous n'irons pas plus loin. Il y a pourtant une autre option, c'est l'option de l'Europe politique, celle que les pro-européens ont défendue, les fédéralistes ont défendue, va dire mettre des mots, depuis dans toutes ces batailles institutionnelles depuis 1990, sans succès. La clé de la solution, elle est très simple, c'est que la Commission européenne donc, devienne le gouvernement démocratique de l'Union, ce qui veut dire que la Commission doit être issue de la majorité politique qui a gagné les élections européennes au Parlement. Le jour où la majorité parlementaire européenne peut dire « j'investis la nouvelle Commission », eh bien la bascule politique de l'Europe est faite. Parce qu'on a beaucoup dit que le Parlement européen, ces 20 ou 30 dernières années, avait monté en puissance et qu'il avait en gros aujourd'hui les mêmes compétences qu'un Parlement national. C'est vrai au plan législatif, grandement. Il a maintenant à peu près toutes les compétences qu'un Parlement national a en matière législative. Il lui manque juste une compétence, qui est la principale, en réalité, dans les démocraties parlementaires, c'est que le Parlement investit le gouvernement. C'est la majorité parlementaire au Royaume-Uni, en France, qui investit, enfin surtout dans les démocraties parlementaires, mais c'est vrai aussi en France, qui investit le gouvernement, qui investit l'exécutif. Et donc, pour pouvoir mettre en place une Europe sociale, il faut tout simplement que les partis de gauche puissent proposer un programme au Parlement européen pour les élections européennes, un programme de gauche disant « nous, ce qu'on veut, c'est l'Europe sociale et voilà les mesures qu'on prendra si on arrive au pouvoir », et qu'effectivement, si ces partis de gauche obtiennent la majorité au Parlement européen, ils soient capables d'investir le président de la Commission européenne et les commissaires, un Premier ministre et des ministres de l'Europe. Est-ce que c'est impossible? Alors, juridiquement, ça l'était jusqu'ici. Juridiquement, la Commission, vous le savez tous, la Commission européenne était nommée par les chefs d'État et elle ne procédait pas de la légitimité parlementaire. Alors, quand on regarde dans le détail,
c'est un peu plus compliqué, mais j'en reviens juste une seconde. Avec le traité de Lisbonne, juridiquement, la compétence change de camp. Alors, c'est très subtil, si j'ai une minute pour le dire, c'est très subtil, mais c'est la réalité juridique. Avant le traité de Lisbonne, les chefs d'État et de gouvernement investissaient le président de la Commission après un vote du Parlement européen. Mais juridiquement, ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui investissent le président de la Commission européenne. Ça, c'était avant Lisbonne. Avec le traité de Lisbonne, c'est un renversement complet. C'est le Parlement européen qui investit le président de la Commission européenne après proposition des chefs d'État. Alors vous allez me dire, c'est subtil, mais la compétence juridique a bien changé de camp. Donc quand Daniel Cohn-Bendit, par 2 fois, en 2004 et 2009, a essayé justement d'imposer ce modèle en disant on va trouver une majorité politique au Parlement pour désigner Barroso, par exemple, la dernière fois, et désigner un autre président de la Commission, c'était un putsch. C'était un hold-up institutionnel. Avec le traité de Lisbonne, ça ne l'est plus. Il revient désormais aux parlementaires européens de se structurer pour permettre cette bascule politique. Et donc, le combat a changé de lieu. Jusqu'à présent, il s'agissait de réussir à faire rentrer dans les traités européens cette possibilité de basculer vers l'Europe politique et donc de transformer la Commission en gouvernement. Aujourd'hui, les éléments juridiques sont là. C'est aux politiques, c'est donc aux partis politiques de se saisir de cette opportunité juridique. C'est aux partis de le faire. C'est-à-dire que la bataille, désormais, elle n'est plus dans une conférence intergouvernementale pour négocier des traités. C'est plus la peine. D'ailleurs, on n'arrivera plus à les modifier. Ça va se passer dans les partis politiques pro-européens. Ça va se passer au PSE. Ça va se passer chez les Verts. Et c'est dans ces endroits-là qu'il va falloir réussir à imposer cette évolution. C'est en cours. En gros, il faut quoi? Il faut tout simplement que les partis désignent un leader politique pour les élections européennes et disent, si on gagne les élections, c'est ce leader-là qui deviendra le président de la Commission européenne, quoi qu'il arrive. Et tant que les chefs d'État ne nous présenteront pas cette personne, on la rejettera. Et elle appliquera évidemment le programme de gouvernement qu'on aura présenté, qui aura été validé par une majorité de citoyens européens dans les urnes. Cette option-là est désormais en cours de négociation au Parti des socialistes européens. C'est pas gagné du tout parce que ça résiste au niveau politique, mais voilà, la bataille maintenant, elle est au niveau des partis, et le jour où on bascule, à ce moment-là, on peut reparler de tout le reste. On pourra reparler d'une diplomatie européenne, on pourra reparler d'une sécurité sociale professionnelle européenne, on pourra parler d'un programme de gouvernement européen, tout simplement parce qu'on aura réussi à imposer un gouvernement européen. Donc en un mot, et pour conclure, pour moi, l'Europe politique est un préalable à l'Europe sociale. C'était le débat qu'il y avait il y a 150 ans en France quand Jaurès a fait accepter la République aux socialistes. Il disait pour avoir la République sociale, il faut d'abord la République. Ben, c'est exactement le problème au niveau européen. Pour avoir l'Europe sociale, pour la gauche, il faudra d'abord avoir l'Europe politique.